Madame la rectrice de l'Université Cayetano Heredia, Fabiola León Velarde, Madame Françoise Barraud-Sinoussi, Son Excellent l'ambassadeur de France au Pérou, membres de l'ambassade, Monsieur le vice-recteur, Monsieur les doyens, autorités de l'université, professeurs et membres de la communauté universitaire, chers amis. Le statut de l'Université Cayetano Heredia, en accord avec la loi universitaire, établit dans son article 137 que le conseil universitaire, à proposition du recteur ou d'un conseil de l'université, octroie le docteur honoris causa à des professeurs étrangers dans différents domaines culturels, scientifiques, avec projection nationale et internationale. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans cette cérémonie, Madame Françoise Barré-Sinoussi va recevoir cette distinction de la part de notre université. Grâce à ses mérites très largement connus. Avant de commencer, on va demander les présentes d'éteindre les portables, s'il vous plaît. Pour commencer cette cérémonie, nous invitons Dr Carlos Cáceres Palacios à faire une présentation de Madame Françoise Barré-Sinoussi. Dr Carlos Cáceres est professeur principal de santé publique, directeur d'une unité de sexualité et développement humain de notre université avec un doctorat en épidémiologie à l'université de Berkeley, en Californie, membre du comité de conseillers et techniques du VIH dans la santé et de panneau du Fonds mondial. Dr Carlos Cáceres pour cette présentation de Madame Françoise Barré-Sinoussi. Merci beaucoup, Monsieur Jiménez. Bonjour à tous. Docteur Françoise Barré-Sinoussi, Docteur Fabiola León Velarde, Monsieur le secrétaire général, Monsieur l'ambassadeur de France, membre du corps diplomatique, en particulier de l'ambassade de France, membre de la communauté universitaire, membre de la communauté péruvienne en général qui nous accompagne ce soir. Il est pour moi une profonde satisfaction et un spécial honneur de présenter ce soir Madame Françoise Barré-Sinoussi devant notre maison d'études dans le cadre de l'anniversaire de l'Université péruvienne Cayetano Heredia et à l'occasion de son incorporation comme docteur honoris causa et professeur honoraire. Même si je vais réaliser ma présentation en espagnol, il me correspond de lui dire quelques mots en français qui fait partie d'une des cultures les plus notables de l'histoire de la science et de la philosophie occidentale. Es un honor tener aquí con nosotros en la Universidad en Lima a la profesora Françoise Sinoussi, amiga Françoise, y expresarle con palabras y con gestos que su trabajo científico y específicamente su contribución a la investigación sobre el SIDA constituyen uno de los grandes momentos de la ciencia del siglo XX. Como en todas partes, en Cayetano Heredia reconocemos este éxito y queremos decirle que con esta ceremonia tradicional del mundo académico, hemos querido considerarla como parte de nuestra comunidad académica y le agradecemos haber aceptado estar aquí con nosotros esta noche a pesar de su agenda tan recargada. Après ces mots, j'ai essayé de chercher des sources moins rigides pour connaître le parcours de Madame Sinoussi en tant que personnalité académique et politique, considérer son cadre institutionnel pendant plus de 30 ans et l'histoire complexe de l'épidémie qui a abordée. Je vais commencer par parler de son trajectoire académique. Elle a été une bonne étudiante en sciences à l'école secondaire et après, elle a choisi entre la médecine et les sciences de base. Il a choisi le deuxième à cause du temps et après
elle a découvert sa passion pour la vie du laboratoire, qui lui a fait perdre quelques cours théoriques, mais elle revisait la théorie les week-ends. Au moment d'obtenir son prégrade, ce n'était pas facile pour elle de trouver en tant que volontaire un laboratoire jusqu'à ce qu'elle est entrée à l'Institut Pasteur. Dr Sherman étudiait à cette époque le rétrovirus et le cancer dans des souris et lui a transmis sa passion pour chercher la molécule synthétique HPA23 pour inhiber l'activité de la transcriptase. Après son doctorat, elle a voulu trouver des espaces pour continuer à faire de la recherche. Il faut mentionner qu'il a senti les scepticismes d'une autorité qui lui a dit que les femmes n'étaient pas faites pour des travaux en laboratoire. Heureusement, elle n'a pas suivi ses conseils et lui, il a félicité quelques années après. Heureusement aussi, maintenant, ce type d'idées ne sont pas admissibles. À ce moment-là, alors, elle a suivi un postdoctorat avec le docteur Robert Bassin, dont le groupe avait une relation préalable dans la découverte de l'enzyme transcriptase inverse. Son nouveau projet de recherche a été orienté à l'identification du FV1 qui restreint génétiquement la reproduction du virus de la leucémie. Elle a été seulement un an aux États-Unis. Elle a rentré à Paris avec un financement d'un CERN et elle avait connu aussi son futur mari. Alors, après, elle a travaillé avec Jean-Claude Sherman à l'Institut Pasteur. Deux groupes continuaient à étudier les rétrovirus. Le projet de Françoise alors était orienté au contrôle naturel des infections rétrovirales dans le corps et en particulier le rôle de l'interféron et les implications fonctionnelles de rétrovirus. Et là, elle a connu le VIH en 1981. Il y avait eu les premières publications de cette épidémie. Des collègues français se demandaient s'il pourrait avoir un lien entre la maladie et le rétrovirus. Luc Montagnier a proposé à François cette recherche qui suivait un patron déjà connu. Ils avaient détecté des séquelles de virus tumoral dans des souris pour évaluer cette proposition avec beaucoup d'intérêt. Fin 1982, il est évident que le sida attaquait les cellules immunologiques, mais diminuait la possibilité d'identifier l'agent infectieux. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'utiliser une biopsie de ganglion lymphatique d'un patient. Et au début 83, ils ont commencé l'observation et après quelques semaines, Françoise a détecté une augmentation faible de l'activité de la transcriptase. Les lymphocytes T4 mouraient. Pour ne pas perdre la possibilité d'identifier le virus, ils ont trouvé de sang d'un donnant et ils ont alimenté les lymphocytes qui étaient ajoutés et les niveaux de la transcriptase montaient encore. Ce nouveau rétrovirus était identifié et nommé LAV et par première fois visualisé par Charles Doguet. Immédiatement suivait l'isolement, l'amplification et la première publication en mois de mai 2003. Discussions avec des collègues ont convaincu la communauté que le LAV, qui éventuellement serait dénommé VIH, était l'agent étiologique du sida. Ces expériences ont marqué le cours de la vie de François. Au début 1984,
Après de présenter la conférence à San Francisco, un patient voulait la voir. Il l'a trouvée dans un état épouvantable. Il était conscient, mais lui, il y a dit merci. Et le patient qui allait mourir quelques heures après lui a dit, pas pour moi, mais pour le reste. Après, beaucoup de gens se sont présentés au pasteur, y inclut l'acteur Orson, car il était connu, la découverte, mais il pouvait se faire très peu. Ceci n'était pas le seul motif de stress, parce qu'en 1984, un groupe d'étrangers de collègues ont publié des trouvailles et ont dit qu'ils avaient trouvé le virus du sida. Après, ce virus, on le sait, provenait du groupe Pasteur. Le problème avec des implications sur les brevets, et il y a eu des accusations d'intérêt économique comme moteur de la recherche, ce qui affectait beaucoup Françoise, et elle a essayé de s'éloigner de tout ceci. D'autres moments de l'expérience de Françoise reflètent de la nature humaine de cette femme. Elle a déclaré qu'il y a eu des moments où il ne sentait que son image la représentait et qu'en quelque sorte, elle se voyait comme le virus qui était angoissé, voire des affiches et des annonces sur le VIH. De la même façon, quelques années après, en 1986, après l'annonce de l'efficacité de la thérapie antirétrovirale combinée dans la conférence de Vancouver, quelques chercheurs qui avaient étudié la virologie du VIH et qui étaient engagés comme elle, ont vu une dépression réactive à cause de la rapide redéfinition du domaine du VIH. C'est ainsi que, à cause des rôles du travail central dans leur vie, pour qui ne sont pas au courant, à Vancouver, on a publié que la combinaison de 3 antirétrovirales était un contrôle prolongé de l'infection. Maintenant, je vais dire quelque chose sur l'activisme social de Françoise. Elle est restée à l'Institut Pasteur et est devenue en 1982 la chef de l'unité de virologie de rétrovirus, rebaptisée après comme unité de régulation des infections rétroviriques. Depuis 1985, Françoise a commencé à voyager dans des pays de l'Afrique et de l'Asie, d'abord à Burundi et après au Vietnam, ce qui lui a ouvert les yeux sur les problèmes des pays avec des ressources limitées, ce qui a résulté un échange continu entre des chercheurs jeunes de la France et des autres pays dans les dernières années, et elle a encouragé une collaboration spéciale entre chercheurs jeunes pour l'éradication du VIH. Elle va nous parler un peu dans sa présentation. Elle a une responsabilité particulière dans le réseau Institut Pasteur, qui a encouragé l'installation des centres d'excellence en recherche de base. Mais son intérêt pour la science est allé au-delà, a un intérêt pour le changement social. Et ici, le rôle particulier de l'épidémie de sida comme phénomène a défini la fin du XXe siècle. Elle disait que ce n'était pas le résultat d'une conduite à risque. Depuis le début de l'épidémie, il y a eu des marqueurs éloquents de ces formes d'inéquité. Même si l'entrée du virus à la société reflétait des relations interpersonnelles marquées de cette inéquité et discrimination ou même de violence. Le sida renforce aussi ces stigmates et conséquences sociaux. Et il y a aussi un texte de ces phénomènes sont très bien décrits par ses collaborateurs de Harvard, qui ont reconnu qu'en parlant du sida, on parlait de 3 épidémies, l'infection, le sida et le sida social. Dans les années 90, alors,
il y a eu un consensus international, au moins en théorie, que beaucoup de situations qui produisent des infections ne sont pas le résultat de conduites choisies par les personnes, mais de situations déterminées par l'entourage culturel, social, économique. Dans des épidémies généralisées comme celles observées en Afrique, l'épidémie est alimentée par des grandes inéquités économiques et de genre. En plus de la stigmatisation, la discrimination et des problèmes généraux d'infrastructure. C'est ainsi que beaucoup de femmes jeunes acquièrent l'épidémie. En épidémie de sida, concentrées comme quelques groupes sont les plus affectés, les plus atteints. Ce groupe inclut certaines personnes qui ont été exclues de la société, personnes, travailleurs sexuels, utilisateurs de drogue, etc. Même quelques cas de criminalisation qui fait très difficile l'accès aux services et en général, ces limitations à l'exercice de leurs droits humains. Françoise, d'accord aux bandières, au drapeau de l'International Aid Society qu'elle a présidé jusqu'à très peu de temps, a consolidé l'engagement de l'accès universel à la prévention et le traitement, y inclut les populations clés pour un plein exercice de ces droits en collaboration avec ONU-SIDA. Les dernières années ont permis un important développement scientifique dans la prévention biomédique, y inclut les connexions entre les traitements et la prévention. Maintenant, il y a un nouveau paradigme de prévention, c'est-à-dire la prévention combinée qui reflète pas seulement ces options au niveau biomédique, mais en renforçant le besoin d'assurer que les entourages légaux, sociaux assurent les droits de l'homme, l'élimination du stigma et l'engagement efficace des communautés clés. En 2008, avec son ancien chef, Dr Luc Montagnier, à qui j'ai eu l'occasion d'entendre ici à Lima dans les années 80, Françoise a eu l'occasion de recevoir le prix Nobel en médecine et physiologie. Ceci, néanmoins, a marqué pour elle une nouvelle responsabilité d'être disponible au changement social pour arriver à plus de personnes avec ces messages et contribuer à éliminer des pratiques divorcées de la santé publique, comme les politiques de quelques pays de l'Europe de l'Est autour de l'utilisation de drogue ou d'autres pays autour de la transmission sexuelle et le travail sexuel. Ces reconnaissances internationales sont beaucoup et professeur Jiménez va les mentionner. Je vais finir par dire trois choses. D'abord, qu'elle est ici, pas seulement à cause de sa grande générosité, la collaboration de l'ambassade de la France et le centre Fogarty, mais aussi pour qu'il y a eu les liens pour permettre une relation institutionnelle. Et ce qui se passe, c'est que notre université a une histoire en VIH. Une bonne partie des publications de VIH en Amérique latine provient de cette université et de ses licenciés. Ici, il y a eu beaucoup d'immunologues qui ont commencé à travailler, comme Raoul Patruco et d'autres collègues de l'Institut Alexander von Humboldt, en plus de notre travail et d'autres collègues de la Faculté de santé publique. En fait, lors des dernières années, on a avancé dans la discussion pour créer un centre international pour encourager les travaux et l'impact international. Deuxièmement, c'est une occasion pour reconnaître les apports de la France dans la médecine et la science du VIH et qui ont contribué dans les recherches sur la circoncision et sur d'autres formes de prophylaxe. Pour les médecins, le cours paradigmatique du début de la formation centrale en médecine a été l'anatomie humaine, marquée par le travail
des anatomistes françaises. La neuropsychiatrie a été un autre espace de concentration et la France a constitué une des études clés sur la circoncision pour la prévention de l'infection. Mais la France a produit aussi d'autres pensées critiques comme la réflexion de Foucault sur les aspects institutionnels de la médecine et l'histoire de la sexualité, montre paradigmatique est justement le mouvement international autour du sida. Finalement, je voudrais dire que ça, c'est une opportunité unique pour moi, parce que moi, j'ai pu étudier l'expérience de Françoise et découvrir la consistance de sa trajectoire, ayant vu quelques aspects les plus récents. Et je me réfère concrètement son rôle comme présidente de la International Society et la conférence de Melbourne quand l'avion de la Malaysian Airlines avait été détruit. Parce que derrière son rôle scientifique, on a vu l'être humain. Elle est une des personnes qui ne lutte pas une seule fois ou quelques années. C'est une femme qui lutte toute la vie, une femme qu'on considère indispensable. Merci beaucoup. Nous remercions Dr Cáceres pour la présentation de Madame Françoise Barré-Sinoussi le 13 août. À proposition de Madame la rectrice, le conseil universitaire a décidé de distinguer Madame Françoise Barré-Sinoussi le grade de docteur honoris causa de l'université Cayetano Heredia. Et l'arrêté rectoral 854 a été donné. Madame Françoise Barré-Sinoussi, licenciée en biochimique à travers ses travaux avec Monsieur Luc Montagnier depuis les années 80, a réussi à isoler le virus VIH et déterminer que ce virus était à l'origine de la maladie du sida, qui s'était transformée dans une épidémie. Après ça, Madame Sinoussi a consacré ses recherches pour obtenir un vaccin à la prévention de la maladie et la lutte contre l'infection, contribuant ainsi à la mise au point de différents tests de détection et à l'étude de la transmission de la maladie aux fœtus des mères porteuses du virus. Que Madame Françoise Barré-Sinoussi a travaillé aussi dans la coordination de programmes de l'Agence nationale française de recherche en santé, en plus d'être professeure de l'Institut Pasteur et directrice de l'Institut de régulation d'affections rétrovirales entre 2012 et 2014. Il a commencé à encourager une importante ligne de travail en matière de recherche, effort qu'elle continue à déployer. Que Madame Françoise Sinoussi est membre de différentes institutions scientifiques et académiques et auteur de nombreuses publications. Grâce à cette contribution à l'humanité, elle a reçu des prix et des titres comme le Chevalier de la Légion d'honneur de la France et en 2008 un mérite à sa contribution à la recherche sur le VIH et surtout pour l'isolement en tant qu'agent qui cause le VIDA. Avec Dr Luc Montagnier, elle a reçu le prix Nobel de médecine conformément à ce qui a été décidé par le conseil universitaire et conformément à l'article 113 du statut de l'université. Il est décidé de passer cet arrêt rectoral dont le dispositif est le suivant: distingué avec le grade de docteur honoris causa de l'université péruvienne Cayetano Heredia, François Barré-Sinoussi, lui octroyer le diplôme et la médaille justifiant cette distinction, enregistré, communiqué et classé. Madame Fabiola León Velarde, Monsieur Gabriel Flores Mena, secrétaire général. Après, Madame la rectrice
va lui donner la médaille et le diplôme qui correspondent. Merci au conseil de l'université de m'honorer une fois de plus, je dirais, ce soir, par ce titre de professeur honoris causa de votre université. J'en suis très honoré et particulièrement touché. Je vous disais donc, durant ces quelques minutes, j'aimerais échanger avec vous ces 30 années d'expérience et vous parler des défis que nous avons encore à affronter aujourd'hui. Juste quelques mots, messages sur le début de ces années SIDA. 1981, retournons en arrière avec cette première publication de juin 1981 décrivant les premiers cas de pneumocystose associés à un déficit immunitaire chez des patients qui étaient homosexuels aux États-Unis. Si je vous montre cette diapositive, c'est pour plusieurs raisons. La première, et c'est surtout mon message sur cette diapositive, que cette épidémie, vous voyez, on ne l'a pas appelée tout de suite SIDA, on a appelé The Gay Plague. Et que finalement, toujours aujourd'hui, 30 ans plus tard, on souffre toujours de cet intitulé il y a 30 ans, de la maladie du syndrome gay. Alors que nous avions encore déjà, dès le début des années 80, des informations qui nous disaient que cette pathologie, cette maladie émergente était présente dans d'autres populations telles que malheureusement les hémophiles. Des premiers cas dès 82 chez des femmes enceintes et qui avaient transmis leur virus à leurs enfants et qui indiquaient déjà qu'il s'agissait aussi d'une transmission hétérosexuelle. Donc mon message sur cette diapositive, c'est de dire combien finalement attacher une pathologie à une population quelle que soit son orientation sexuelle, peut être dangereuse et peut faire beaucoup de dégâts. Et en fait encore aujourd'hui. Mon deuxième message, c'est que cette aventure a démarré, non pas par les chercheurs, en tous les cas pas les virologistes, mais par des observations importantes de nos collègues les épidémiologistes, de nos collègues les cliniciens. Et ce sont eux qui sont venus vers nous à l'Institut Pasteur dès la fin 1982 pour nous mobiliser, nous les rétrovirologues de l'Institut Pasteur. Vous avez sur cette diapositive Willy Rosenbaum, Françoise Brun-Vésinet et Christine Rouziou qui, comme le rappelait Carlos, sont à l'origine de cette découverte, puisqu'ils nous ont posé la simple question à nous, les rétrovirologues: pensez-vous qu'un rétrovirus, plus précisément que le seul rétrovirus humain connu à cette époque, le virus HTLV, puisse être responsable de cette maladie émergente que l'on commence à appeler le sida? Notre réponse a été non. Nous ne croyons pas à HTLV, parce que HTLV est un virus qui transforme les cellules prolifèrent, et là vous nous dites que ces patients perdent leur lymphocyte CD4. Par contre, c'est une hypothèse intéressante, et cette hypothèse intéressante, c'était possible à l'époque de la tester, car il y avait une évolution non seulement des connaissances dans le domaine de la rétrovirologie, mais aussi une évolution des technologies qui nous permettaient
d'aborder cette question de l'identification du virus par une approche très traditionnelle, de mettre en culture les cellules de patients, de maintenir cette culture en présence de facteurs de croissance qui venaient tout juste d'être identifiés en 1969, le fameux T-cell growth factor, maintenant appelé et connu sous le nom d'interleukine 2. Et ma diapositive est ici pour vous dire deux choses. La première chose, toute découverte scientifique est liée à des rencontres de personnes. Toute découverte scientifique est liée à une évolution des technologies. Toute découverte scientifique part aussi souvent, c'est ce que je dis en ce moment, y compris à notre Premier ministre en France, n'essayez pas trop de définir des priorités de recherche. Les grandes découvertes scientifiques sont toujours parties, non pas des priorités scientifiques, mais elles sont basées sur être là au bon moment, avec les bonnes technologies, avec les bonnes approches scientifiques et les bonnes questions. Et ces bonnes questions, et je dis ça surtout pour les jeunes qui sont dans la salle, attention aux dogmes scientifiques. Ne partez jamais des dogmes scientifiques car ces dogmes peuvent évoluer. Voilà, nous voilà partis dans cette aventure et comme l'a dit Carlos, elle a abouti très vite finalement à la première publication dans le journal Science du 20 mai 1983. Je tiens à dire que cette découverte a été très vite mise en culture des premiers échantillons à partir du ganglion d'un patient, comme le disait Carlos, début janvier 83. Publication mai 83. Je tiens à saluer aussi une collaboration qui a commencé dès le début 1983 avec les personnes vivant avec le VIH, avec ce premier patient qui a accepté uniquement pour la recherche d'avoir une biopsie ganglionnaire. Ce patient qui, bien sûr, malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Je tiens à saluer tous les patients qui, depuis le début des années 80, participent à la recherche à nos côtés. Les progrès scientifiques ne pourraient pas être possibles sans eux. Premier article grâce à ce premier patient, à un autre également qui avait accepté un prélèvement et qui, dans cet article, nous décrivions donc l'isolement de cette virus à partir de la culture de lymphocytes issus de cette biopsie ganglionnaire, la détection, comme le disait Carlos, d'une activité reverse transcriptase dans le surnageant de la culture, dans des conditions d'activité enzymatique fonctionnant comme le virus HTLV1 et pas comme les rétrovirus animaux. Néanmoins, nous avions reçu dès le mois de février 83 des réactifs provenant du laboratoire du professeur Gallo, des réactifs pour regarder les réactions croisées avec le virus HTLV1. Et dans ce papier, nous décrivions déjà qu'il n'y avait pas de réaction croisée entre le virus HTLV1, les protéines du virus HTLV1 et les protéines du virus que nous venions d'isoler. Dans ce papier aussi, nous décrivions qu'un second patient avait présenté des anticorps qui reconnaissaient le virus que nous venions d'isoler et que nous avions appelé à l'époque LAV pour lymphadénopathie associated virus, puisque le virus était isolé d'un patient qui avait ce syndrome de lymphodénopathie généralisée et qu'il nous fallait plus de données scientifiques pour convaincre la communauté scientifique internationale, pour convaincre aussi les décideurs que ce virus que nous venions d'isoler était bien l'agent responsable du sida. Alors, nous étions à l'époque une petite équipe. Il était impossible de tout mener seul.
d'accumuler les données montrant le lien entre le virus et la maladie à proprement parler, ce qui nécessitait d'isoler d'autres virus, de démontrer par des enquêtes séroépidémiologiques à large échelle que ce virus et cette infection par ce virus étaient présents uniquement chez les patients atteints de cette maladie et pas dans d'autres pathologies. Il fallait aussi commencer à caractériser ce virus nouvellement identifié, tant ses propriétés biologiques que ses propriétés, je dirais, enzymatiques et moléculaires. Il fallait donc mobiliser d'autres, des épidémiologistes, des virologistes, des immunologistes, des biochimistes, des biologistes moléculaires, commencer à travailler avec le secteur privé pour développer les tests de diagnostic qui très rapidement ont pu être mis sur le marché, et commencer à travailler et continuer à travailler avec les patients eux-mêmes à travers des associations de représentants de patients qui commençaient tout juste à se mettre en place dans mon pays, la France, en 1984, avec notamment l'association AIDE, mise en place justement par le conjoint de Foucault, Daniel Defer, et avec qui j'ai eu la chance de travailler dès le départ, lors de la mise en place de l'association AIDE, et qui reste aujourd'hui un très proche ami. Une mobilisation sans précédent, je dirais, dans un esprit de solidarité face probablement à cette urgence, face à la tragédie que nous vivions aux côtés des personnes vivant avec le VIH. Cette mobilisation a permis de développer cet fameux type de recherche qu'on aime à appeler aujourd'hui translationnelle. J'ai toujours beaucoup de difficultés personnellement à donner un nom à côté de recherche. Recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche clinique, recherche opérationnelle, recherche translationnelle. Pour moi, je reste dans l'esprit de Louis Pasteur, où il y a la recherche, la science et les applications de la science. En tous les cas, c'est dans cet esprit que dès la découverte du VIH, nous avions en tête de développer le plus vite possible les tests de diagnostic. Et je le disais il y a un instant, ces tests étaient déjà sur le marché en juillet 1985. Et ils ont permis de prévenir très vite la transmission par le sang et les dérivés sanguins. Très vite aussi, à travers des informations aux femmes enceintes ou aux mamans, aux femmes qui voulaient avoir des enfants et qui étaient malheureusement infectées par le VIH, de leur dire non, malheureusement vous ne pouvez pas avoir d'enfant car vous êtes affecté par le VIH et vous risquez de transmettre à votre enfant. De passer aussi des messages aux personnes infectées pour protéger leurs relations sexuelles et d'essayer d'éviter des cas de transmission sexuelle. Mais nous étions dans un contexte complexe, d'aller diagnostiquer des personnes, leur dire vous êtes infecté par le VIH, et leur question c'était qu'est-ce que vous nous proposez? Et à l'époque, nous n'avions rien à proposer. C'était assez dramatique. C'était assez dramatique, mais parallèlement, il fallait avancer. Et pour avancer, avoir un traitement, avoir un vaccin, il fallait mieux connaître ce virus, mieux connaître son tropisme, mieux connaître son cycle de réplication dans les cellules cibles, mieux connaître son enzyme nécessaire à la réplication, la reverse transcriptase, mieux connaître le matériel génétique de ce virus, et tout ça a été fait très vite et en parallèle, vous le voyez sur cette diapositive, développer en parallèle des outils ou confirmer des outils existants comme le suivi des lymphocytes CD4 qui est lié finalement à ce tropisme et à la cytopathogénicité du virus, caractériser le matériel, la réplication du virus. C'est sur la base de cette première caractérisation qu'ont pu être développées les premières molécules bloquant le cycle de réplication du virus, avec tout d'abord l'AZT en monothérapie
dès 1985-88. L'AZT en prévention de la transmission de la maman à l'enfant, et j'aime rappeler que finalement c'est les résultats avec l'AZT en prévention de la transmission materno-infantile qui nous a montré pour la première fois que les antirétroviraux c'était aussi non seulement un traitement mais aussi la prévention. Carlos le rappelait, 96 a été un grand soulagement pour nous tous, avec les premiers résultats de traitements combinés, on appelle aujourd'hui ART. Premier traitement en combinaison thérapeutique qui permettait enfin aux patients de vivre avec leur virus, de contrôler le virus. Et là aussi, ces combinaisons thérapeutiques sont basées sur la connaissance du cycle de réplication du virus, en particulier au début de sa reverse transcriptase. Ce sont la caractérisation du virus qui ont permis de développer de nouveaux tests pour suivre la quantité de virus, la charge virale chez les patients sous traitement. Ce sont aussi la connaissance de ce matériel génétique du virus, l'identification aussi de la diversité du virus qui ont permis de mettre en place des tests pour évaluer la résistance des patients aux médicaments. Une recherche donc à la fois fondamentale et en parallèle le développement d'outils. Mais des outils disponibles pour nous dans nos pays, et pourtant, au-delà du VIH-Sida, pour moi, comme pour d'autres, très vite, ça a été l'identification de ce qui se passait ailleurs, sur d'autres continents. Dès 1985, j'ai eu, j'allais dire la chance, alors que c'était l'horreur, de participer à une réunion de l'OMS à Bangui, en République centrafricaine. C'est une réunion pour définir le sida en Afrique, avec Jonathan Mann, avec Peter Piot et bien d'autres. Nous étions là-bas et avec nos collègues africains. Et nous avons constaté une situation absolument dramatique avec des malades qui mouraient du sida dans les hôpitaux, avec des pharmacies totalement vides, avec un personnel soignant en quantité trop faible pour pouvoir prendre en charge ces patients. Et je pense que c'est à partir de 1985 que beaucoup d'entre nous avons décidé de nous mobiliser pour travailler avec les pays à ressources limitées. Très vite après, j'ai eu l'occasion d'aller au Vietnam en 1988 pour faire le premier cours sur le VIH-Sida à Hanoï, à l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie. Peu de temps après, les autorités vietnamiennes nous rappelaient en disant, voilà, nous avons détecté le premier cas de sida au Vietnam, à Ho Chi Minh City, et nous avons besoin de vous, car l'épidémie est présente notamment chez les usagers de drogue et prend une ampleur importante. Si je vous parle de cette histoire de la mobilisation finalement au niveau international, c'est que en fait j'ai compris probablement ce que je n'avais pas suffisamment saisi auparavant à travers le VIH-Sida, la vision qu'avait Louis Pasteur. La vision d'avait Louis Pasteur lorsqu'il disait que la science n'avait pas de frontières parce qu'elle est la connaissance et qu'elle appartient à l'humanité et que c'est la flamme qui illumine le monde. Alors, finalement, ces années de sida, elles se sont faites selon l'esprit pasteurien de travailler tous ensemble au bénéfice de l'humanité. Le tous ensemble, pour moi, c'est ne pas séparer la recherche de l'action. Cette mobilisation internationale sans précédent que j'évoquais, elle avait les deux composantes, et elle a toujours aujourd'hui ces deux composantes de recherche et action. Elle doit partir d'interventions sur le terrain qui doivent être associées à une meilleure organisation des soins et de l'accès
aux soins et aux traitements dans ces pays. Et pour décider les politiques de ces pays, souvent il faut apporter des preuves scientifiques pour convaincre les décideurs de ces pays de prendre des décisions en termes d'intervention. Et ça montre combien sur le terrain, dans les pays, il y a besoin d'une recherche, il y a besoin d'une recherche multidisciplinaire directement dans ces pays pour apporter les preuves scientifiques et convaincre les leaders politiques et les autorités de santé des pays. Les convaincre, ça ne peut pas se faire seul, ça ne peut pas se faire avec les chercheurs ou les médecins seuls, ça peut se faire en travaillant aussi avec les communautés de personnes qui vivent avec le VIH, avec les activistes. Alors c'est pour ça aussi que les chercheurs eux-mêmes deviennent parfois un petit peu activistes en travaillant aux côtés de nos collègues activistes. Et c'est à travers l'ensemble de cette structuration associée à des formations, associée à des renforcements des capacités et des structures locales, qu'on arrive à faire bouger les choses au niveau des pays, y compris dans les pays à ressources les plus limitées. Depuis 1996, nous vivons un autre monde dans le domaine du VIH-Sida, et c'est un autre combat, celui du combat pour l'accès universel à ces merveilleuses molécules qui ont été identifiées grâce à notre connaissance de ce cycle de réplication virale. Nous avons aujourd'hui plus de 30 molécules antirétrovirales qui ont été approuvées. Nous savons que cette combinaison thérapeutique permet non seulement le contrôle de la réplication virale et une restauration de la fonction du système immunitaire, du moins en grande partie, mais elle prévient non seulement de prévenir le développement du sida chez les patients, elle prévient aussi la transmission aux autres, mais aussi c'est une amélioration de la qualité de vie, une augmentation de l'espérance de vie pour les personnes touchées par l'infection VIH. Et on peut dire aujourd'hui, si une personne est traitée tôt, son espérance de vie est à peu près la même que l'espérance de vie d'une personne qui n'est pas infectée par le VIH. Alors, bien sûr, il fallait un engagement unique pour l'accès au traitement universel. Et cet engagement unique, il n'aurait pas été possible sans nos collègues et amis les activistes. C'est grâce à eux qu'il y a eu une évolution du prix des traitements de première ligne. Vous voyez sur cette diapositive à la fois, bien sûr, des manifestations, des activistes, notamment en conférence internationale sur le sida, et nous étions et nous sommes à leur côté. Et c'est grâce justement à ces mouvements activistes, aux pressions qu'ils ont pu faire, à la fois sur les politiques des pays, mais aussi sur les firmes pharmaceutiques, qu'il y a pu avoir cette diminution des prix, comme vous le voyez ici, au cours des années, qu'il y a pu y avoir une compétition aussi avec l'apparition et le développement des génériques, avec une réduction donc drastique de ces prix des molécules antirétrovirales pour les pays à ressources limitées, avec aussi des négociations concernant la propriété intellectuelle. Néanmoins, aujourd'hui, je dois dire qu'il y a encore des efforts à faire, car les traitements de deuxième ligne ou de troisième ligne sont encore bien trop élevés pour les pays à ressources limitées. Il nous faut continuer ce combat pour la diminution des prix des médicaments de deuxième ligne ou troisième ligne. Et puis, il y a un autre combat qui commence. Suite à la révolution en termes de traitement de l'hépatite C. Nous avons aujourd'hui, pour l'hépatite C, finalement, nos collègues experts dans le domaine des hépatites C ont réussi, en se basant sur une stratégie très similaire au développement des antirétroviraux, ils ont réussi à avoir des molécules qui permettent d'éradiquer le virus de l'hépatite C. Les prix ne sont pas acceptables. Alors, un autre combat commence. Et la
finalement, c'est une même mobilisation, des mêmes personnes, des mêmes activistes pour l'évolution des prix, pour les traitements contre l'hépatite C qui commencent aujourd'hui, afin que ce traitement pour l'hépatite C soit abordable aussi pour tous. Alors le combat continue, les initiatives mondiales doivent aussi continuer, car ça a été joué un rôle absolument critique dans l'évolution de l'accès au traitement, la mobilisation bien sûr de l'UNUSIDA dès les années 90, la mobilisation bien sûr des Nations Unies, la mobilisation des États membres des Nations Unies, la mobilisation avec la création du Fonds mondial en 2002 a été un moment critique. La mobilisation aussi de PEPFAR, du programme Bush, est ainsi à mentionner car beaucoup de pays, dont certains que je connais bien comme le Vietnam, ont de l'accès aux antirétroviraux pour le patient grâce uniquement, quasi uniquement au programme Bush. Des mécanismes de financement innovants. Et là, la France, et on peut être fier, a joué un rôle important, puisque c'est grâce à cette taxe sur les billets d'avion qu'a pu être créée United, et que United joue un rôle critique dans l'approvisionnement aussi de l'accès aux soins et aux traitements dans les pays les plus démunis. Donc, une mobilisation internationale immense, dont on commence à voir les fruits depuis ces dernières années. Vous voyez sur cette diapositive que le nombre global de personnes vivant avec le VIH, la courbe s'infléchit grandement depuis 2005. Et vous voyez surtout sur cette courbe empruntée à l'ONU-SIDA que le nombre de personnes qui décèdent du sida a largement diminué depuis 2005. Depuis 2005, depuis 2001, on peut dire qu'il y a une réduction de 38% du nombre de personnes qui vivent avec le VIH selon les chiffres de 2013, avec 2,1 millions de nouvelles infections en 2013. Nous savons que cet accès aux antirétroviraux, c'est un bénéfice pour la santé des patients, bien sûr, mais aussi pour l'économie des pays. Je vous présente rapidement ici une étude qui a été publiée l'année dernière dans la revue Science, qui est un suivi d'une cohorte de plus de 100 000 personnes en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, comme vous le savez, probablement fortement touchée avec des prévalences d'infections dans certaines provinces qui pouvaient atteindre plus de 30% des personnes touchées par l'infection VIH. Et bien, dans une des provinces touchées par l'infection VIH, non seulement cette étude a montré qu'on pouvait, avec l'accès au traitement, augmenter l'espérance de vie de plus de 10 ans, 11,3 ans sur la période 2003-2011, et qu'il y avait aussi des conséquences sur l'économie de la région, qui a été finalement 26 fois supérieure au coût même des médicaments. Donc, ce sont des arguments importants pour les décideurs des pays de démontrer que le traitement a un bénéfice sur l'économie de leur pays. Donc il nous faut poursuivre l'accès à ces traitements. Les progrès sont encore insuffisants. Nous avons aujourd'hui 35 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. 13 millions ont accès au traitement. Ça veut dire qu'il y a encore 28 millions de personnes qui nécessitent accès au traitement. Il y a des progrès significatifs, puisque vous voyez qu'en un an, il y a eu plus de 2,3 millions de personnes mises sous traitement. Mais il y a des différences criantes que vous pouvez voir sur cette diapositive
avec des pays, une liste de pays ici, sur le côté, où il y a plus de 40% de couverture par les médicaments. Des pays intermédiaires, où il y a entre 25 et 39% des personnes qui ont besoin d'être traitées, qui sont sous traitement, et qui sont en vert ici, sur cette diapositive. Et puis une liste noire ici, de pays où il y a moins de 25% de personnes qui ont besoin d'être traitées, qui sont sous traitement. Ces médicaments, ils ont permis depuis 1995 d'éviter pas loin de 8 millions de morts du sida. Alors, oui, il faut continuer ces efforts internationaux, même si on est dans une période de crise économique internationale. On ne peut pas revenir en arrière aujourd'hui. On ne peut d'autant pas revenir en arrière qu'on sait, je l'ai évoqué tout à l'heure, que ces traitements, c'est aussi la prévention. On en avait un certain nombre d'éléments pour affirmer que le traitement, c'était la prévention. J'ai parlé de l'AZT pour prévenir l'infection de la maman à l'enfant. Des études comme celle de Roulion-Montaner, dès 2006, indiquaient que si on traitait tout le monde par les antirétroviraux, on pourrait avoir finalement la fin de l'infection VIH dans le monde. Par contre, que si on traitait que 30% des personnes, il n'y aurait pas d'effet sur l'incidence de l'infection. Il nous a fallu attendre finalement cette large étude aux États-Unis, l'essai HPTN 052, dont les résultats ont été publiés en 2011 pour avoir la preuve définitive que le traitement c'est la prévention, puisque dans cette large étude, les auteurs ont démontré que le traitement par les antirétroviraux utilisés précocement permettait de réduire de plus de 96% la transmission du virus à leurs partenaires. Nous avons de plus en plus de résultats. En 2013, là encore, une autre étude publiée dans la revue Science de 2013 en Afrique du Sud a démontré qu'une forte couverture en antirétroviraux était associée à une diminution du risque de la transmission du VIH dans l'une des provinces d'Afrique du Sud. Alors clairement, il nous faut tester et traiter le plus tôt possible pour avoir un impact suffisant sur l'incidence et la prévalence de l'infection VIH dans le monde et aboutir à un bénéfice à la fois individuel et collectif. On a dans les mains aujourd'hui, en termes de prévention, de plus en plus d'outils. Alors, bien sûr, les outils classiques que sont les préservatifs, que sont l'éducation et la circoncision qu'évoquait Carlos tout à l'heure. Mais on a dans les mains aujourd'hui aussi des outils à base d'antirétroviraux. Dans une étude publiée en 2010, à laquelle le Pérou, à ma connaissance, si je me souviens bien, a participé, cette étude IPREX, eh bien l'utilisation du Truvada pour prévenir, en traitement finalement prophylactique, pour prévenir l'infection chez les populations gays, a montré une efficacité significative, autour de 40% d'efficacité pour prévenir l'infection. Et c'est sur la base de cette étude IPREX, sur la base aussi de l'étude Caprissa 04, publiée en 2010, en utilisant cette fois-ci les antirétroviraux dans un gel pour prévenir l'infection des femmes. Eh bien, ces études ont permis à la FDA aux États-Unis en juillet 2012 de dire que oui, le Truvada peut être approuvé en prophylaxie
pour prévenir l'infection, notamment dans la population gay. Ces antirétroviraux, ils sont utilisés ou utilisables en prévention, soit sous forme de prise de médicaments, soit sous forme d'antirétroviraux dans des gels, ou des antirétroviraux mis au niveau de films vaginaux. Au niveau... et on a un espoir. On a un espoir grand pour le futur. C'est les injections. Une injection, une fois par mois, pour essayer de prévenir l'infection, et peut-être aussi une injection une fois par mois dans le futur pour traiter par les patients. Donc il nous faut avoir de plus en plus de stratégies pour répondre aux besoins spécifiques et aux besoins distincts des personnes qui sont à risque d'infection par le VIH, car ces outils que nous avons aujourd'hui ne répondent pas tous à l'acceptabilité des populations. Ces outils ne permettent pas toujours d'adhérer justement à l'utilisation de ces outils de prévention que la science finalement a permis de développer. Alors, ces traitements prolongés et cette injection, nous espérons réellement qu'elle va démontrer son efficacité pour outils de prévention supplémentaires à combiner avec les autres. Quels sont nos grands défis aujourd'hui? Nos grands défis, c'est tester, traiter et retenir les patients dans les soins. Vous voyez sur cette diapositive que les estimations sont d'environ 19 millions de personnes qui sont infectées et qui ne connaissent pas leur statut sérologique et qui risquent donc d'infecter d'autres personnes. C'est un défi. C'est un défi car il faut atteindre ces personnes, il faut arriver à les convaincre, à être diagnostiqués et être inclus dans une prise en charge. Il faut aussi essayer d'initier le traitement le plus vite possible. Il faut avoir un lien très fort entre diagnostic et soins, car vous voyez sur cette diapositive qu'on a un gros problème. C'est qu'au cours du temps, même pour les personnes que l'on diagnostique, vous voyez qu'au cours du temps, lorsqu'on suit l'efficacité du traitement, notamment en vérifiant la quantité de virus dans le sang, eh bien on voit qu'il y a des signes importants qui nous démontrent qu'ils ne sont plus adhérents au traitement. Et cette adhérence au traitement, y compris aux États-Unis, ce n'est pas vrai seulement pour les pays à ressources limitées. On peut dire qu'elle est de l'ordre, sur le long terme, de 25% seulement. En France, on fait un peu mieux. Nous, on est à 50%. Donc, il nous faut retenir les patients dans les soins et dans les traitements. C'est un énorme enjeu, mais qu'il nous faut affronter. Si on veut retenir les patients, il faut pour cela... Et c'est pour ça que je montre cette diapositive, pour rebondir sur ce qu'a dit Carlos tout à l'heure. Nous n'y arriverons pas si nous ne renforçons pas les systèmes de santé et de soins. Nous n'y arriverons pas si nous ne continuons pas les efforts au niveau international. Nous n'y arriverons pas s'il n'y a pas une volonté politique et des décisions politiques. Nous n'y arriverons pas s'il n'y a pas des politiques nationales qui intègrent toutes les composantes et qui travaillent avec les communautés, avec le personnel soignant, avec les chercheurs. Nous n'y arriverons pas si nous n'arrivons pas à combattre cette stigmatisation et cette discrimination. Et encore aujourd'hui, il est inadmissible de voir qu'il y ait des pays comme le Nigeria,
je montre sur cette diapositive, mais malheureusement le Nigeria n'est pas le seul. C'est le cas en Ouganda, c'est le cas en Inde, c'est le cas y compris en Europe, en Grèce, où il y a des législations qui sont répressives vis-à-vis des populations les plus touchées par le VIH. Voilà pourquoi nous, les chercheurs, nous devons de travailler main dans la main avec les communautés pour lutter contre cette stigmatisation et cette discrimination qui s'oppose à l'accès aux outils que la science a réussi à délivrer. Nous avons encore des défis scientifiques. Les défis scientifiques, on peut les résumer, je dirais, en 3 grands points, et je dirais même en 2. Nous n'avons toujours pas de vaccin contre le VIH. La science progresse, mais nous n'avons toujours pas de vaccin. Nous n'avons toujours pas de traitement qui permet de guérir de l'infection au VIH. Le traitement merveilleux que l'on a est un traitement à vie. Ce traitement à vie n'est pas sans poser des problèmes sur le long terme, puisqu'il y a un petit pourcentage, Dieu merci, de personnes qui, sous traitement à long terme, développent ce qu'on appelle les comorbidités non-sida, qui développent des cancers, des maladies du vieillissement ou des maladies cardiovasculaires sous traitement. Alors, c'est des enjeux scientifiques qui vont nécessiter beaucoup de travail, qui va nécessiter surtout une génération de jeunes chercheurs avec des idées créatives, qui va nécessiter de poursuivre et je dirais même de renforcer la collaboration multidisciplinaire internationale, qui va nécessiter de redéployer les efforts en termes de partenariat public et privé, car ça va coûter cher. Ça va nécessiter encore des financements et encore des mécanismes innovants. La recherche vaccinale, je commencerai par elle pour dire quelques mots. Je montre cette diapositive simplement pour vous rappeler et rappeler à tout le monde que le préservatif, il a encore une longue vie. Il a encore une longue vie et à mon avis, il l'aura pour très longtemps, pour les maladies sexuellement transmissibles dans leur ensemble. Même si dans le domaine du vaccin SIDA, il y a quelques espoirs, mais le vaccin ne suffira pas et il faudra de toute façon garder cet outil précieux de prévention comme méthode. La recherche vaccinale dans le domaine du VIH, elle a démarré très tôt, vous savez, la fin des années 80. Et je ne vais pas vous résumer tout l'ensemble des essais vaccinaux qui ont pu être réalisés sur une base, disons, avant tout d'empirisme. Mais pourquoi pas? C'est aussi par empirisme que beaucoup de vaccins ont été découverts. Je vous montre ici uniquement 4 essais vaccinaux, les 4 essais vaccinaux d'efficacité de phase 2-3 qui ont été réalisés. Sans rentrer dans le détail, vous voyez un seul en rouge, ici, l'essai RV144, on a l'habitude d'appeler aussi l'essai taille. Les résultats ont été obtenus en 2007 et qui est le seul essai qui a montré une certaine, une petite, une modeste efficacité avec une réduction de l'infection chez les vaccinés d'environ 30%. 30%, ça n'est pas assez pour dire qu'on a un vaccin efficace. Néanmoins, après les échecs des vaccins, des essais EDVAX ou Pambili ou de l'essai STEP, qui étaient tous basés sur un candidat vaccin unique, c'était la première fois que par une approche que dans notre jargon scientifique on appelle prime boost, initier la réponse immunitaire avec un premier vaccin, venir derrière en rappel avec un deuxième type de vaccin pour essayer de stimuler
à la fois la réponse immunitaire T et à la fois la réponse en anticorps, eh bien, avec cette approche Prime Boost, c'est comme ça qu'il y a eu les 30% d'efficacité. Alors, les recherches aujourd'hui s'orientent tous vers cette fameuse approche Prime Boost, y compris ici, cet dernier essai HVTN 505, basé aussi sur cette stratégie, basé aussi sur l'idée de développer une réponse à la fois anticorps et réponse T. Mais malheureusement, vous voyez, les résultats de 2013 ne montraient aucune efficacité, avec environ 20% dans chaque groupe d'études qui ont dit au conseil scientifique de cet essai d'arrêter cet essai. Donc, ça n'est pas gagné, mais nous apprenons. Nous avons beaucoup appris de cette recherche vaccinale qui souvent est mentionnée comme un échec. Je dis qu'on apprend des échecs. Les échecs, on a appris quelles sont la liste des obstacles à la recherche d'un vaccin, tant la variabilité génétique du virus que je mentionne ici et qui est souvent évoquée, qui permet l'échappement de la réponse immunitaire, de ce virus à la réponse immunitaire et donc de la réponse vaccinale, mais aussi la variation et le polymorphisme génétique du vacciné est à prendre en considération. On est toujours à une époque où on ne sait pas aujourd'hui quel mécanisme de protection un vaccin doit induire. Ce que l'on sait aussi, c'est que le virus, il est transmis de cellule à cellule, pas seulement sous forme libre, et qu'il nous faut un vaccin qui va protéger cette infection de cellule à cellule. Il nous faut un vaccin qui agisse très très vite, car le virus, il est capable très très vite d'altérer tous les acteurs de notre propre défense immunitaire. Il est capable d'établir très très vite aussi une infection latente et des réservoirs viraux. Alors, après les échecs successifs des essais vaccinaux, c'est vrai que les chercheurs ont dit il nous faut retourner à la recherche fondamentale, il nous faut penser différemment. Et ça commence à porter ses fruits avec, depuis 2009, des progrès significatifs, de nouvelles perspectives en termes de recherche vaccinale, avec l'identification de nouveaux sites de vulnérabilité dans l'enveloppe du virus, avec l'identification d'anticorps neutralisants à large spectre, extrêmement puissants, chez les patients infectés, chez un petit nombre de patients infectés par le VIH qu'on appelle les neutraliseurs d'élite, et qui ont ces anticorps, et à partir de ces anticorps, de ces personnes bien particulières, les scientifiques ont pu construire des anticorps extrêmement puissants. Alors maintenant, il nous faut continuer pour développer des vaccins qui seraient capables d'induire ces anticorps extrêmement puissants. Mais on a déjà des données que ces anticorps sont capables de protéger chez l'animal l'infection. On a des données aussi que ces anticorps pourraient être utilisés non seulement d'ailleurs en termes de vaccins préventifs, mais aussi en termes de vaccins thérapeutiques. Alors j'en arrive à la deuxième grande priorité, avoir un traitement qui guérisse. Pourquoi rechercher ce type de traitement? Ma réponse en général est simple, parce que les patients le souhaitent. Et si les patients le souhaitent, il est de notre responsabilité de le faire. C'est ce que rappelle cette diapositive d'un échange entre un représentant de communauté de patients, Fred Verdult, des Pays-Bas, qui a bien surpris notre collègue Steve Dix, américain, qui est un des grands spécialistes dans le domaine de la recherche des traitements du futur, lorsqu'il a dit à Steve que finalement
Les raisons pour lesquelles les patients voulaient un autre type de traitement sont en partie celles que Steve pouvait imaginer, mais aussi d'autres raisons. Ils veulent un traitement car ils restent angoissés pour leur avenir, y compris sous traitement. Ils veulent un traitement aussi parce qu'ils ont peur, même sous traitement, d'infecter les autres. Ils veulent un traitement efficace et un traitement pour guérir, car même sous traitement, ils subissent la stigmatisation et la discrimination par les autres. Alors il nous faut travailler sur ces traitements de demain. Et pourquoi? Au-delà de la volonté des patients, parce que, je le disais il y a un instant, il va nous falloir traiter 28 millions de patients au total, en plus des 13 millions actuels, et que ça va coûter 24 à 28 milliards de dollars par an. Donc sur le long terme, ce traitement à vie, bien sûr qu'on souhaite tous qu'il soit disponible pour tous, mais ça, c'est un défi majeur. Il nous faut donc trouver d'autres solutions pour les personnes qui vivent avec le VIH. Il nous faut aussi trouver d'autres solutions parce qu'il y a ces comorbidités sur le long terme chez les patients qui les menacent après des années de traitement. Et ça va, bien sûr, ces comorbidités encore surcharger les systèmes de soins dans les pays les plus pauvres, en incapacité aujourd'hui souvent de fournir des soins pour les infections chroniques. Alors pourquoi le traitement aujourd'hui est-il un traitement à vie? Alors, j'aime bien montrer ce schéma parce que c'est un traitement à vie, vous le voyez ici. Si les patients arrêtent leurs médicaments, eh bien le virus qui devient indétectable sous traitement revient détectable. On est dans la situation suivante où avant traitement, il y a finalement cette réplication qui est démontrée ici par le flot de virus qui sort d'un barrage. Sous traitement, on arrête la production de virus, mais on a toujours ce réservoir d'eau. Et dès qu'on arrête le traitement, à nouveau, le virus recommence à se répliquer. Pourquoi? Parce que le virus reste à l'état dormant, à l'état latent, dans des cellules, dans le génome des cellules, de certaines cellules TCD4+, qui sont au repos et qui prolifèrent. Parce qu'il reste aussi une réplication résiduelle sous traitement qui est liée aux anomalies d'inflammation et d'activation immunitaire qui restent présentes sous traitement par des antirétroviraux, parce que le virus est présent dans des compartiments différents du corps, pas seulement le sang, mais tous les organes lymphoïdes secondaires, mais aussi le cerveau. Parce que les antirétroviraux actuels ne pénètrent pas tous de la même façon aussi bien dans les différents compartiments de l'organisme. Alors oui, il nous faut travailler sur le traitement de demain en prenant en considération le fait que ces réservoirs viraux sont liés à la persistance du virus et qu'il y a un lien important entre inflammation, dissémination du réservoir viral, persistance virale et réplication. C'est sur ces deux déterminants critiques de l'infection VIH que nous devons travailler pour développer les stratégies thérapeutiques de demain et arriver à quoi? Quand on parle Towards an HIV Cure, le mot utilisé par la Société internationale sur le sida pour stimuler la recherche sur ce sujet, de quoi parle-t-on? On a ces réservoirs, je le disais il y a un instant, qui persistent.
Normalement, lorsqu'on parle de cure, c'est guérison. Lorsqu'on parle de guérison, ça veut dire élimination totale, éradication totale du virus, c'est-à-dire transformer notre barrage ici en une situation comme celle-ci, ne plus avoir totalement éliminé l'eau. C'est peut-être le cas du Berlin patient, du patient de Berlin. Mais prenons une hypothèse beaucoup plus réaliste. Je pense que la communauté scientifique, d'une façon globale, pense qu'il est possible d'au moins arriver à diminuer la taille de ce réservoir et de contrôler et de maintenir de façon efficace ce contrôle des réservoirs viraux, c'est-à-dire obtenir une rémission persistante, vivre avec le VIH à l'arrêt du traitement en rémission. C'est un concept qui nous paraît réaliste aujourd'hui. Il nous paraît réaliste car on sait que ça existe. Ça existe chez les singes, dans la nature, les singes d'Afrique. Ils vivent avec un virus proche du VIH, le virus SIV. Ce virus se réplique et ces singes ne développent pas de sida. Nous savons très bien que c'est lié à un contrôle efficace des anomalies d'activation du système immunitaire. Les singes ont une activation immunitaire, une inflammation atténuée comparativement à l'être humain. Nous avons bien sûr le patient de Berlin et nous espérions avoir d'autres patients ayant reçu une transplantation de moelle osseuse qui soit dans la configuration du patient de Berlin. Malheureusement, les résultats nous ont montré que, en fait, ces patients de Boston, qui avaient reçu aussi une transplantation de moelle, mais un peu différente que le patient de Berlin, eh bien, après quelques mois d'arrêt de traitement, le virus a rebondi chez eux. Cela veut nous dire une chose, à nous les scientifiques, c'est que nos technologies pour détecter le virus sont insuffisamment sensibles aujourd'hui et il nous faut développer aussi des outils pour quantifier les réservoirs viraux d'une façon plus efficace. Mais nous avons encore les contrôleurs d'élite ou les contrôleurs du VIH, contrôleurs naturels du VIH, qui sont des patients infectés, naïfs de tout traitement. Ils n'ont jamais reçu d'antirétroviraux depuis plus de 15 ans, certains pas loin de 20 ans. Et ils contrôlent naturellement leur infection. On sait que c'est lié à leur génétique et que leur génétique leur permet d'avoir une réponse immunitaire extrêmement efficace pour éliminer les cellules infectées. Et on sait que tout ça est lié chez eux à une faible taille de leurs réservoirs viraux qui prouve bien qu'il nous faut limiter la taille des réservoirs viraux. Nous avons enfin des cas de rémission après un traitement extrêmement précoce. Alors bien sûr tout le monde, les journalistes en particulier, se sont tous centrés sur le fameux bébé du Mississippi, cette petite fille qui a été traitée très tôt à la naissance, née d'une maman infectée par le VIH, la petite fille ayant été traitée pendant 18 mois. Et puis sa maman a arrêté le traitement, elle est revenue apporter sa petite fille et on a constaté que la petite fille avait un virus indétectable. Elle a maintenu son contrôle pendant 12 ans, un peu plus de 12 ans, et malheureusement récemment, le virus est réapparu chez l'enfant. Ça nous dit, comme pour les patients de Boston, que nos technologies pour détecter le virus sont insuffisantes. Nous avons par contre toujours en France nos patients Visconti, et nous sommes heureux pour eux. C'est 20 patients qui ont été traités extrêmement tôt parce qu'ils avaient une infection VIH symptomatique et ils ont été traités dans la phase aiguë de leur infection dans les 10 semaines qui ont suivi l'exposition au virus. Au bout de 3 ans de traitement, ils avaient un virus totalement indétectable.
Ils étaient un petit peu épuisés de continuer ce traitement, de se dire qu'ils allaient continuer ce traitement à vie. Alors en accord avec leur médecin, ils ont arrêté leur traitement. Et pour ces 20 patients, ça fait en moyenne 9 ans qu'ils ont arrêté leur traitement et ils vont très bien. À part un patient qui a développé un cancer ORL, mais qui ne semble absolument pas lié à son infection VIH, et il a toujours un virus indétectable. Donc, ces patients Visconti nous disent oui, au moins pendant 10 ans, vous pouvez arrêter le traitement. Donc ça veut dire qu'on doit trouver des stratégies, nous les scientifiques, pour provoquer finalement ce contrôle naturel de l'infection ou induit par des traitements précoces. C'est pour ça qu'au niveau de la Société internationale sur le sida, nous avons essayé depuis maintenant 4 ans de faire avancer les choses, tout d'abord avec un groupe de travail de scientifiques internationaux qui ont défini une stratégie scientifique, un agenda scientifique, avec les grandes priorités que l'on a publiées lors de la conférence à Washington en juillet 2012. Les grandes priorités, elles sont au nombre de 7, qu'on peut définir en 3 grands thèmes. Continuer à refaire de la recherche pour mieux comprendre les mécanismes de contrôle de la persistance virale, tant au niveau moléculaire, cellulaire et immunologique. De développer, je le mentionnais il y a quelques instants, et je crois qu'on avait raison, et le groupe avait raison en disant qu'il nous faut développer de nouveaux outils pour détecter les réservoirs viraux et les mesurer. Il nous faut de nouveaux modèles expérimentaux aussi pour détecter ces réservoirs et évaluer les stratégies thérapeutiques du futur. Il nous faut développer ces outils stratégiques du futur et que pour obtenir cette rémission et mettre en œuvre cette stratégie internationale, scientifique internationale, ça nécessite une mobilisation des principales agences de financement international. Alors, quelles sont ces stratégies du futur ? On ne sait pas encore. Beaucoup de choses ont commencé à être essayées, d'autres sont en cours. Le traitement précoce, comme les patients Visconti, pour limiter la taille des réservoirs viraux et préserver la réponse immunitaire chez les patients, c'est certainement une approche, mais elle est difficilement envisageable à large échelle. Essayer d'utiliser des médicaments qui vont activer la latence de virus, c'est ce qui a déjà été essayé avec des molécules comme les inhibiteurs d'HDAC, le vorinostat par exemple, et plus récemment la romidepsine. Mais les études nous montrent déjà que seul ça ne marchera pas et qu'il nous faudra les combiner avec d'autres traitements qui pourraient être de l'immunothérapie, y compris en y associant des molécules anti-inflammatoires par exemple, de la vaccination thérapeutique, et là il y a des données autrefois qui n'étaient pas encourageantes. Maintenant, avec des anticorps extrêmement efficaces, comme je parlais il y a un instant, eh bien, c'est une voie à nouveau prometteuse d'associer des vaccins thérapeutiques à des molécules qui permettraient, par exemple, de lever la latence virale. Enfin, les espoirs de la thérapie génique, c'est pas pour demain. Essayer de modifier les cellules pour rendre les cellules résistantes au VIH. C'est des approches qui sont en cours d'étude dans des modèles, y compris chez l'animal, dans quelques études chez l'homme. On apprend pas à pas de cette thérapie génique, mais une fois de plus, ça pose de nouvelles questions d'accès universel à ces thérapies géniques du futur. Alors, pour terminer,
J'aimerais dire que ces 30 ans de lutte contre le VIH-Sida, tant scientifique qu'interventionnel, ça a été, à mon avis, à l'origine de ce concept finalement de santé globale, de santé mondiale. Le VIH-Sida, ça a été la première épidémie du XXe siècle qui a résulté finalement d'une évolution de notre société, de la mondialisation. Ça a été le prélude finalement à l'émergence et à la réémergence d'épidémies dues à des infections par des agents pathogènes transmis de l'animal à l'homme, le SRAS en 2003, le chikungunya à partir de 2005, et je sais qu'au Pérou, vous êtes concernés par ces épidémies chikungunya qui pourraient affecter notre pays. Les pandémies grippales avec le H1N1 en 2009 et maintenant en ce moment même l'épidémie dramatique d'Ebola qui affecte l'Afrique de l'Ouest avec une ampleur que l'on n'avait jamais vue. Ça a été donc, ce sida, une réponse internationale absolument extraordinaire, une transformation de la pratique de santé publique et du développement qu'il nous faut garder en mémoire justement pour la réponse à ces nouvelles infections et continuer le combat. Combat contre les maladies infectieuses, bien sûr, combat aussi contre les maladies non transmissibles qui affectent de plus en plus le monde dans sa globalité. Les maladies chroniques que sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, les diabètes, il faut se préparer à aussi lutter contre ces maladies d'une façon globale, car ces pathologies commencent à affecter aussi les pays les plus démunis. Investir dans la santé, c'est réellement construire le futur de nos sociétés de demain. Alors, je terminerai en disant que cette aventure du VIH-Sida que j'ai voulu partager avec vous, à la fois le passé et l'avenir, c'est, à mon sens, l'esprit même de la recherche pasteurienne depuis Louis Pasteur, et elle est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Et elle nous a appris à travailler tous ensemble contre finalement tout ce qui s'oppose à la vie. Et c'est pour cela que nous devons être tolérants vis-à-vis de tous et de tous, où qu'ils soient de par le monde, quel qu'il soit leur orientation sexuelle, quel que soit leur mode de vie. La vie, c'est la chose la plus belle au monde. Merci. Bonjour à tous. Docteur François Barré-Sinoussi, cher vice-recteur, docteur Ciro Vaguilla, monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Benassi, attaché universitaire, monsieur le chef de l'Institut de santé, monsieur les doyens, anciens doyens, professeurs, étudiants, chers amis. Il est un honneur d'avoir parmi nous ce soir professeur Sinoussi et lui exprimer notre reconnaissance pour son travail scientifique, en particulier par sa contribution sur le sida, mais aussi también para ver cómo los demás aceptan la enfermedad. Quisiera expresarle a la Embajada de Francia para hacer posible la presencia de la señora Françoise y en considération à vous tous, je vais continuer en espagnol.
Je me suis permis de parler quelques mots en français, la langue de Madame Sinossi. Les universités sont ces espaces que, par sa propre nature et depuis ses origines, possèdent quelques instruments qui nous permettent d'inclure des personnalités qui contribuent au développement de la science et de la culture. Un de ces instruments est justement le doctorat honoris causa, qui, comme son nom le signale, s'offre grâce au mérite académique de Madame et ses contributions. Alors, parler de remettre un doctorat, c'est un acte d'honneur, un acte pour la personne qui le reçoit et un honneur pour l'université que l'offre. Parce que, de cette façon, sa communauté s'enrichit. Et je fais ce commentaire parce que c'est une cérémonie pleine d'honneur. Aujourd'hui, à travers cette reconnaissance, l'Université péruvienne Cayetano Heredia distingue Madame Barré-Sinoussi et se distingue à soi-même. Merci beaucoup, Madame Barré-Sinoussi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être satisfait d'être présente à cette cérémonie. Il est une énorme satisfaction de vous avoir ici grâce à la valeur de votre contribution. Il est fascinant de suivre les détails de cette découverte scientifique tellement importante et son impact dans la société et le rôle de ceux qui font ces recherches et qui appuient ces changements sociaux. Votre visite est aussi l'image de la collaboration franco-péruvienne comme d'autres activités. Notre laboratoire mixte avec la maîtrise chimique de la biodiversité, un modèle où des scientistes français à l'Université Cayetano Heredia sont presque, il y a déjà 10 ans, avec des scientistes péruviens, est aussi un modèle de collaboration académique bilatérale dans la région. Il est l'occasion aussi pour rappeler les contributions de la France à la science de la vie et à la médecine. Depuis le rôle de scientiste comme Pasteur, Madame Curie, des importantes contributions des mathématiciens, physique, neuropsychiatrie et des apports aussi au virus du VIH et d'autres maladies infectieuses. Pour l'Université péruvienne Cayetano Heredia, leader en recherche en maladies infectieuses au Pérou, comme nous avons reçu le prix des Nations Unies justement grâce aux études sur les maladies infectieuses, il est très important votre présence qui reflète votre intérêt de connaître cette région, comme l'Afrique ou l'Asie, où nous avons ces maladies. Mais ceci vous permettra aussi de connaître les travaux d'autres scientistes péruviens. La professeure Barré-Sinoussi et l'Institut Pasteur de la France doivent savoir que peuvent compter avec cette université en tant que partenaire pour lutter contre cette maladie. Et il nous faut faire des travaux conjoints entre les organismes multilatéraux pour avoir des objectifs ambitieux et lutter contre ces maladies avec une approche multidisciplinaire pour que ces virus ne disparaissent pas seulement des organismes et des sociétés. Finalement, je voudrais remercier votre générosité de la docteure Françoise Barré-Sinoussi pour accepter d'établir cette relation et faire partie de notre communauté universitaire. Merci beaucoup de votre présence.